Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets, tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte dans la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude ou ce qui vous fera plaisir et de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes, chaque semaine. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de ventre, de santé de ventre. Nous sommes nombreuses à avoir une relation conflictuelle avec notre centre du corps. Ballonnement, crampes, douleurs, troubles digestifs, etc. Alors, comment s'y retrouver entre intestin irritable et colopathie ? Faut-il éviter certains aliments ? Qu'est-ce que les FODMAPs ? Est-ce la solution miracle ? Comment retrouver une digestion plus saine ? Alors, vous avez peut-être remarqué que ça fait 2 épisodes qui sortent une semaine sur 2 au lieu de chaque semaine. Ces derniers temps, avec le mois de mai, ces jours de congé, beaucoup de travail, la santé, le sport, j'ai eu du mal à m'organiser pour en sortir un chaque semaine et en avoir la forme. Donc, excusez-moi. Et puis, on verra bien si au final, voilà, entre le travail, la santé, etc., s'il vaut mieux en sortir un toutes les 2 semaines. Et puis, si vous aussi, ça vous laisse aussi plus le temps d'écouter l'épisode précédent. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, mais pour l'instant, je souhaiterais rester sur un épisode par semaine et puis on verra bien. On verra bien ce que ça va donner dans quelques temps. Alors, dans cet épisode, nous allons tout d'abord expliciter les symptômes et l'univers des colopathies. Différencier les colopathies dites fonctionnelles des non fonctionnelles. Puis nous aborderons le parcours médical afin d'obtenir un diagnostic au travers de mon expérience et des explications des gastro-entérologues qui ont croisé mon chemin. Et enfin, nous allons explorer de possibles solutions et je vais vous partager les pistes qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui à une situation stabilisée, bien qu'encore imparfaite. Bien sûr, ce contenu sera enrichi dans le temps par le biais de recherches, connaissances et expérimentations. Je vous mets en description les liens d'articles de blog et posts que j'ai rédigés sur le sujet de l'intestin irritable. Tout d'abord, commençons par le commencement. Les troubles digestifs au sens large. Nous avons le classique, les ballonnements. Nous avons tous à un moment ou un autre de la semaine, de la journée, le ventre tout gonflé, après un repas ou un pic de stress. Pourquoi ? Alors le ventre se ballonne par l'action de la digestion. Les aliments en cours de digestion fermentent et produisent des gaz qui donnent cette sensation de ballonnement. Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres pour divers facteurs. Premièrement, si votre intestin est sensibilisé, donc dit irrité, celui-ci sera plus réactif à ce processus normal de digestion et ce en fonction des aliments. Puis, les parois fragilisées peuvent être plus poreuses qu'à la normale et ainsi des échanges qui ne devraient pas avoir lieu d'être se font et provoquent irritation et ballonnement. Enfin, lorsque les muscles profonds qui maintiennent nos viscères ne sont que peu toniques, ils ne sont pas en mesure alors de tenir correctement nos organes en train de travailler et ainsi notre ventre paraît plus gonflé. En tout cas, c'est souvent au niveau de notre gros intestin et plus précisément de notre côlon que les symptômes se manifestent lorsque l'on a des ennuis chroniques de digestion, bien que les raisons puissent en être multiples. Évidemment, il est important de rappeler qu'un ventre plus gonflé, arrondi, qu'au réveil par exemple après un repas est tout à fait normal. Mais il est important de faire la part des choses entre un ventre un peu plus arrondi après un repas et un ventre qui triple de volume à n'importe quel moment de la journée et ce sur ce qui semble être un coup de tête. D'un côté, nous avons une réaction tout à fait saine de digestion et de l'autre, un système digestif fragilisé qui réclame notre attention et nos soins. D'autre part, une digestion qui ne serait pas totalement saine, comme dans le cas d'une colopathie, sera souvent accompagnée d'épisodes douloureux, comme des crampes, vous pliez en deux après un repas,
ou des tiraillements très très gênants en cours de digestion, des gaz et ou envie subite et peu contrôlable d'aller au WC, ou à contrario une grande difficulté à aller aux toilettes. Bref, c'est réglable, mais justement arrêtons de faire de notre système digestif un tabou. Il est au centre de beaucoup de choses et que cela soit sur un plan de notre santé mentale comme physique. Et oui, mentale aussi, et nous allons en parler. Vous m'avez entendu évoquer les termes colopathie fonctionnelle et non fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est et quelles sont les différences? Une colopathie fonctionnelle est une colopathie n'entraînant pas de détérioration grave de notre organisme. En somme, elle n'est pas dangereuse, mais cela n'enlève point le fait qu'elle peut causer des troubles gênants au quotidien, voire handicapants selon le niveau des troubles. On parle souvent d'intestin irritable pour nommer une colopathie fonctionnelle. C'est un peu un terme fourre-tout, après avoir exploré toutes les autres pistes des colopathies non fonctionnelles. Nous verrons par la suite que l'intestin irritable est donc souvent le diagnostic final, après une errance médicale ou un dédale peu fructueux d'examen. Bref. Une colopathie non fonctionnelle, c'est un peu tout le reste. Toutes ces maladies digestives pouvant être détectées par des examens médicaux et pouvant bien malheureusement générer des atteintes graves à notre organisme, voire s'aggraver au fil du temps. Nous pouvons par exemple citer une des plus connues du lot, la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une inflammation chronique qui s'attaque aux parois digestives, et ce, possiblement de la bouche à l'anus. Ces symptômes sont au départ à peu près similaires à l'intestin irritable. Ballonnement, gaz, douleur intestinale et troubles digestifs. Mais souvent, l'évolution de la maladie se différencie par une diarrhée plus importante et répétitive, un amaigrissement et une très grande fatigue. Les diarrhées et l'amaigrissement sont donc plus importants chez les patients de Crohn que de l'intestin irritable, en général. Enfin, la maladie de Crohn est une maladie auto-immune, déclenchée ou du moins favorisée par une prédisposition génétique et un dysfonctionnement du système immunitaire. Évidemment, comme dans toutes les maladies et affections, les facteurs environnementaux peuvent être capitaux dans le déclenchement ou la progression, voire régression de la maladie. À noter qu'une hernie hiatale, dysfonctionnement non fonctionnel, ressemble aussi par certains symptômes très similaires à l'intestin irritable. Comment savoir par quoi l'on est concerné? Comment se faire diagnostiquer et quel est le parcours médical à suivre? Pour cette seconde partie, je vais évoquer la réponse à ces questions au travers de mon expérience personnelle. Une fois n'est pas coutume, mais un peu quand même. Bon, je crois que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été complexée par mon bidou. Du moins, au moins depuis l'adolescence. Ce petit ventre rond, pas nécessairement gros, entre guillemets, mais toujours arrondi, gonflé, sans jamais comprendre pourquoi. À ce moment-là, je n'étais que colère vis-à-vis de mon petit ventre. Je fais du sport, je mange plutôt équilibré. Pourquoi je n'ai pas le même ventre plat que mes copines? Bref, complexe d'adolescent par lequel nous sommes toutes et tous passés un jour en général. Cette relation conflictuelle avec petit bidou a suivi son petit bonhomme de chemin. Que je mincisse ou grossisse, entre guillemets, mon ventre restait toujours au point du petit ballon bien gonflé. Tant pis, c'est peine perdue, je me disais. Puis, ce n'était pas la priorité quand les problèmes de santé ont pointé le bout de leur nez, lorsqu'il n'était même plus question de sport. Je me disais que la bataille était perdue d'avance. Et j'ai laissé de côté ces questions. Bien que le ventrou commençait à être de plus en plus douloureux de manière chronique. Laitage et médicaments en éléments déclencheurs. En effet, j'ai su plus tard que dès bébé, je ne supportais pas les produits laitiers animaux. À voir dans les étals de la pharmacie de mon grand-père les premiers pots de lait maternisé végétaux apparaître. Et non, ce n'est pas un gros mot. Ces derniers m'ont en quelque sorte sauvé la vie, n'en déplaise aux détracteurs du végétal. En effet, nous n'aborderons pas en détail cette question aujourd'hui, mais sachez que le problème relaté d'enfants nourris au lait végétaux concernait des boissons végétales de supermarché et non des laits maternisés spécialisés,
Même problème avec des enfants qui seraient nourris au lait de vache de supermarché au lieu des pots maternisés ou du lait maternel. Nous ne sommes pas des veaux, nous n'avons pas les mêmes besoins et malheureusement les cas de malnutrition chez les enfants dits omnis sont tristement très nombreux aussi. Bref, là n'est pas la question, revenons à nos moutons. De toute façon, je n'étais pas une enfant ni une adolescente végétarienne et ma famille ne l'était pas non plus. Sauf que le lactose est mieux passé en grandissant. Mais j'ai jamais vraiment fait le rapprochement, mais au final, ça avait toujours été problématique. Ces petits ballonnements étaient toujours présents. Et au final, je ne m'en rendais même plus compte. Pour moi, j'avais ce petit ventre rond gonflé tout le temps. Et finalement, ils étaient quelque peu responsables en partie. Alors, du coup, ces ballonnements se sont combinés à des crampes affreuses et douleurs avec le temps. Être plié en deux en PLS après une pizza 3 fromages ou une glace au lait animal. Et puis, en même temps, à ce moment-là, j'essaye de nombreux traitements, comme vous le savez si vous avez écouté les précédents épisodes. Et certains sont accompagnés d'autres médicaments, dits protecteurs gastriques. Mais pas toujours, et des fois je dois les réclamer par oubli du praticien. Bref, certains médocs sans protecteur gastrique, par oubli d'ordonnance ou parce que je n'avais pas le dit protecteur sur moi, me bousillent le ventre à petit feu. À partir de là, les symptômes vont de mal en pis. Ballonnements, gaz, trop, douleurs, troubles digestifs ne font qu'être plus fréquents et enquiquinants. Après ma remise au sport et en même temps de l'arrêt des produits laitiers animaux, je ressens une première vague d'amélioration. Je suis alors omnivore, puis végétarienne et progressivement végétalienne. Mais l'arrêt des produits laitiers s'est fait en amont de l'arrêt de la viande. Pour les raisons évoquées précédemment et parce que dans le monde du fit game et go muscu, on commence à parler de ce qui fera après consensus dans le domaine de la nutrition. Les produits laitiers peuvent être inflammatoires et notamment en partie responsables d'ostéoporose. Puis ils sont très riches en hormones de croissance et graisses pour faire grandir un petit veau en grand bovidé d'environ 650 kg. Bref, les laits végétaux sont mis en avant pour son checker au détriment des laits animaux. Bien avant que l'on ne parle de végétarisme et végétalisme dans la sphère publique, en tout cas en un si grand nombre qu'aujourd'hui. Bref, avec mon chéri, nous passons donc aux laits végétaux et protéines en poudre végétale bien avant le végétarisme. C'est ainsi que je remarque que les produits laitiers animaux étaient en partie responsables de mes troubles digestifs, et ce, depuis des années et des années. Bon, passé ce palier d'amélioration, une stagnation se suit. Le passage au végétarisme puis végétalisme ne change pas grand-chose, puisque j'avais déjà arrêté les produits laitiers pour ma part avant ça. Mon ostéopathe à l'époque est surpris d'ailleurs que l'arrêt de la viande n'ait pas influé positivement sur mes maux de tête ni sur les soucis de ventre. Mais non, pas plus que ça, rien du tout même. Pas plus, ni moins. À force d'enchaîner les séances de sport à la salle et d'avoir un appétit sans faille pour les connaissances en nutrition sportive, je commence à tomber sur un os. Celui-ci m'agace particulièrement. Pourquoi j'ai toujours ce ventre rond et gonflé et régulièrement des douleurs? Rien n'y fait. Je me renseigne donc et tombe sur l'intestin irritable. Et je cumule tous les symptômes. Jackpot. Ceux mêmes que nous avons maintes fois cités aujourd'hui. Bon, je me décide à consulter un gastro-entérologue. J'en passe d'abord par mon médecin généraliste, qui doit faire une lettre à son confrère pour mon rendez-vous. Il écoute mon bidou et qui, comme à son habitude, n'est pas des plus discrets. Une fête se passe là-dedans et le tapage nocturne et diurne sont de mise. Bref, j'ai tous les symptômes d'un intestin irritable et hop, chez le gastro. Ce premier gastro-entérologue est succinct. Une échographie pour essayer d'éliminer une cause plus grave, ayant un de mes parents décédé d'un cancer digestif, une grand-mère touchée par un autre. Bon, il me semblerait que ce n'est pas ça. Il en conclut sans autre examen, par facilité certainement, à un intestin irritable. Et je repars avec la liste barbare des FODMAPs. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le terme FODMAPs? Cela signifie
fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Vous n'êtes pas beaucoup avancé, à part si vous êtes expert en la matière. En des termes plus simples, ce sont des catégories de glucides présents dans les aliments, qui fermentent dans nos intestins. Chez les personnes dont l'intestin est en pleine forme, cela ne posera pas de souci. Mais chez les personnes sensibilisées, cela peut causer des symptômes de l'intestin irritable, selon les catégories et les quantités. Alors, doit-on bannir ces aliments? Évidemment que non, mais je l'apprendrai bien plus tard. Bref, je vois dans cette liste une grande partie de mon alimentation remise en question et très peu d'explications. Le doc m'a simplement conseillé d'éliminer ces éléments, puis de les réintroduire en testant un ou des aliments par catégorie. À ce moment-là, pas de conseil de timing, pas de combien de temps pour chaque phase, pas de conseils sur les risques d'une alimentation dénuée de FODMAPs. Bref, j'élimine et réintroduis un peu maladroitement. Toutes les catégories sont concernées, même les légumineuses et le soja. Alors rassurez-vous, si vous êtes végé, lorsque l'on parle de soja, il s'agit de graines de haricots de soja non encore fermentées. Lorsque le soja est sous la forme de tofu ou tempeh, celui-ci est au contraire recommandé puisque les aliments fermentés ont, comme leur nom l'indique, déjà fermenté. Et cette fermentation entreprise est très bonne pour notre système digestif, que l'on ait un intestin irritable ou un intestin totalement sain de base. Alors, du coup, je reste comme ça, à tâtons, durant plusieurs années. Et je continue les évictions. C'est-à-dire que je bannis de mon alimentation totalement certains aliments, comme le gluten, certains fruits et légumes, de nombreuses légumineuses. En somme, j'ai eu de la chance de ne jamais avoir été carencée. Ces évictions, ajoutées au stress montant des études d'architecture, le manque de sommeil et la baisse, voire pause cyclique de l'activité sportive à cause du manque de temps. En somme, la santé est désastreuse dans les écoles d'architecture, comme l'ont révélé plusieurs études récentes. Bref, un joyeux cocktail explosif pour faire bondir les symptômes. Mais je n'ai pas le temps. Tant pis, la santé attendra. Je ne vous conseille pas de suivre cet exemple, mais après des années d'errance médicale pour les maux de tête, je ne me sentais pas de dédier la même énergie physique et morale à mon ventrou. Et comme depuis toujours, j'ai continué quelque temps à le délaisser. Nerf du problème, il en faudra du temps pour panser les plaies d'un ventrou abîmé et oublié. Puis, le diplôme d'archi en poche, arrivé dans le monde du travail, claque pour la neuroatypique que je suis et pour aussi la jeune architecte pleine d'espoir pour l'avenir. Une première agence ne me convient pas du tout sur le plan de ses valeurs morales et éthiques et sur ses méthodes de travail. Puis burn-out, dépression, les symptômes implosent, au point de ralentir énormément mon activité sportive à nouveau. Je me décide du coup à consulter à nouveau. Cela mérite au moins un bilan. Le médecin généraliste évoque la piste de la maladie de Crohn, car mes symptômes se sont bien aggravés dernièrement, au point d'en paraître possiblement une maladie non fonctionnelle. Du coup, je repars chez un gastro-entérologue, dans un centre spécialisé cette fois-ci. Et celui-ci est surpris que je n'ai jamais passé la batterie d'examens nécessaires avant d'en conclure à défaut à l'intestin irritable. Car oui, l'intestin irritable est un joyeux fourre-tout, pêle-mêle, bien utile lorsque le doc a passé en revue toutes les autres pistes. Mais à l'heure actuelle, aucun examen permet d'en conclure clairement à un intestin irritable. C'est un mot sur un diagnostic par défaut. Mais il faut d'abord en passer par certains examens pour arriver à ce diagnostic. Je dois passer des bilans sanguins, des examens de mes urines et de mes selles, mais aussi échographie et coloscopie. À savoir qu'il s'il s'agit d'une maladie de Crohn, les examens sanguins et de selles montreront déjà la piste de cette maladie. Puis la coloscopie le confirmera. Et concernant la hernie hiatale, celle-ci sera diagnostiquée par l'imagerie. Tout ce dédale est assez long. Attention si vous passez d'ailleurs ces examens sanguins, d'urine et de selles. Demandez bien à votre gastro les aliments à éviter et régime à suivre en amont. J'avais été bien préparée pour la coloscopie, par contre j'ai dû reprendre des rendez-vous
pour les autres examens, n'ayant pas été prévenus de certaines évictions alimentaires temporaires à faire impérativement avant ces examens. Bref, rien de tous ces examens fort peu sympathiques, mais il y a pire entre nous, ne donne quelque chose de très concluant. On reste sur ce bon vieil intestin irritable. Ok, mais qu'en faire ? Contrairement à la maladie de Crohn, il n'existe pas de traitement médicamenteux pour l'intestin irritable. D'autre part, on nous vend du côté des pharmaceutiques de plus en plus de compléments alimentaires miracles qui, tenons-nous-le pour dit, font bien rire jaune les gastro-entérologues qui se désolent pour nos porte-monnaies. Nous ferons le point sur les compléments vraiment intéressants qui sont pas ceux que l'on retrouve mis en avant dans les pharmacies. Bref, faire attention aux FODMAPs, oui, en cas de crise. Mais l'éviction totale, non, c'est le bon moyen de se rendre totalement intolérant, mais aussi de créer des carences sur le long terme. J'ai ainsi réintroduit du gluten et d'autres aliments avec parcimonie et progressivement. Mais le doc ne m'a donné aucune formule miracle. Dormir suffisamment, lutter contre le stress et renforcer sa sangle abdominale. Je continue mon petit bonhomme de chemin, rien de miraculeux. Mais aujourd'hui, du temps a coulé sous les ponts. Et j'ai quand même stabilisé la situation. Toujours un ventre souvent gonflé, mais moins. Plus que très rarement des grosses crises de douleur et une fréquence de sel bien plus normale, entre guillemets. Et je suis encore en train d'emmagasiner des infos et pistes de soins du bidou. Et notamment par le biais de vidéos et cours d'Amandine Léger, athlète, coach et naturopathe végétalienne, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. C'est une véritable mine d'or question soins de notre digestion. Alors maintenant, quelques conseils et comment je suis arrivée à une certaine stabilité et à des améliorations, petit pas par petit pas. Tout d'abord, l'amélioration s'est faite en bonne partie grâce à un contexte plus sain pour ma santé mentale, professionnellement, mais aussi un changement de région et d'appartement qui, pour des raisons qui me sont propres, était la meilleure chose à faire, le tout réuni bien sûr. Bref, plus aligné avec mes valeurs et mes aspirations de style de vie. Mon deuxième cerveau, notre système digestif, s'est naturellement autorégulé en partie. On en parle heureusement de plus en plus, mais notre système digestif est au centre de beaucoup de choses. Nous aurions environ 500 millions de neurones dans notre intestin. Il s'agit du système nerveux entérique. Si la tête va mal, le ventre peut aller mal par conséquence. Si le ventre va mal, la tête peut aller mal par conséquence. De plus, l'intestin est le principal producteur de notre sérotonine, l'hormone dite du bonheur. Donc imaginez le dawa quand votre production de sérotonine est perturbée pour une raison ou pour une autre. Enfin, on parle peu de l'impact postural, qui m'a été expliqué par un kinésithérapeute du sport. Quand on a mal au ventre, on a tendance à se courber et ainsi avoir une moins bonne posture pour le dos et la nuque. Les épaules aussi. Si comme moi, on est fragilité de ce côté-là, paf, une crise du ventre peut entraîner une crise de névralgie ou de céphalie, et vice-versa. Mal de tête ou névralgie, mauvaise posture due à la gêne et à la douleur, ventre et digestion comprimée, paf, crise de colopathie. La santé est holistique. Le corps entier est important. Chaque partie a un effet sur une autre. Santé mentale et physique sont codépendantes, voire indissociables. Ainsi, nous pouvons avoir plusieurs petites actions complémentaires. Alors, premièrement, déjà, autant que faire se peut, avoir un sommeil réparateur. Dormir suffisamment et bien. Pour cela, vous pouvez essayer la mélatonine. C'est un complément alimentaire qui favorise un sommeil serein. Ensuite, boire de l'eau. Ok, je sais, merci Captain Obvious. Mais l'hydratation est la base de la base, voulez-vous. Et puis, favoriser les aliments et boissons fermentées. À introduire avec parcimonie si vous n'en avez pas l'habitude, car cela nourrit votre flore intestinale, mais la réveille aussi d'un long sommeil si celle-ci est mal en point.
Nous pouvons par exemple citer le kombucha, le tempeh ou encore les légumes en bocaux fermentés comme le chou. Ensuite, on peut réintroduire une alimentation équilibrée et saine petit à petit. Ok, les FODMAP, c'est autre éviction en cas de crise. Mais attention, il ne faut surtout pas que cela devienne quotidien. Bien sûr, la réintroduction doit être progressive, telle qu'avec les légumineuses qui peuvent parfois être compliquées à digérer dans le cas de troubles digestifs. Alors, petit conseil légumineuses, si vous les cuisinez vous-même, il faut penser à bien les rincer, puis les tremper dans l'eau 12 heures environ, avant de les rincer à nouveau, puis de les faire cuire, pardon, puis de les rincer encore à nouveau une dernière fois après la cuisson, avant de les déguster. Cela facilitera leur digestion. Pour essayer, ça change quand même pas mal la donne. Puis enfin, question complément. Le plus simple et le mieux, le psyllium blond. C'est une plante que l'on trouvera en poudre en magasin bio ou sous forme de comprimés gélules sur des sites de compléments alimentaires ou en parapharmacie. Cette plante a l'avantage d'être adaptogène. Elle va vous aider que vous ayez un intestin irritable de type D ou C, c'est-à-dire à tendance diarrhée ou constipation. Elle va réduire également les ballonnements et former une protection gastrique pour nos parois. Les probiotiques aussi, il y en a vraiment de tout dans ce côté-là. Pour cela, je vous conseille de demander l'avis du nutritionniste ou naturopathe qui vous conseillera sur la souche particulière qui répondra à vos besoins. Parce qu'on voit beaucoup de compléments, un petit peu des miracles popés par-ci par-là, surtout en pharmacie, qui vantent les mérites de probiotiques et de certaines souches contre l'intestin irritable. En fait, il y a un petit peu de tout de ce côté-là et aussi beaucoup de marketing. Et voilà, donc forcément, certaines souches en fait, vont pouvoir même aggraver certains symptômes si elles ne vous conviennent pas. Donc c'est pour ça que je dirais de faire appel à un ou une professionnelle. En tout cas, moi, de mon côté, aucun probiotique ne m'a vraiment été d'une utilité. Et donc même quand j'ai été conseillée par une professionnelle, donc de ce côté-là, j'ai un petit peu laissé tomber, mais je sais que ça peut être utile dans certains cas. Ensuite, tout ce qui pourra vous apporter de la détente sera bon. Respiration profonde, méditation, yoga, sport. Car nous n'avons pas parlé du nerf vague dans cet épisode, mais sinon il risque de traîner en longueur, donc on en reparlera sûrement dans un prochain épisode. Mais celui-ci peut être, lorsqu'il n'est pas au mieux de sa forme, le trouble fait au niveau de notre système digestif, ainsi que de symptômes de stress, anxiété, voire dépressif. Bref, les exercices de respiration sont un allié de taille pour détendre le nerf vague. Tout ce qui va pouvoir aller travailler en profondeur vos muscles profonds ainsi que la respiration. Donc la respiration profonde et le vacuum par exemple va être vraiment très utile dans cet exercice. Enfin, et nous nous laisserons là-dessus, l'effet du sport. Les abdominaux hyperpressifs à répétition tels que les crunchs et relevés de jambes ne seront pas les garants d'un ventre plat. Et encore moins ces satanées machines à abdos dans les salles de sport, marketing oblige. Déjà car la plupart des gens ne souhaitent pas des abdominaux volumineux, mais plutôt un ventre plat. Or, les poids de la machine à abdos, dont le positionnement est tout à fait morphologiquement parlant discutable, vont favoriser le volume musculaire et non le petit ventre plat. Et ça ne réglera pas le souci de viscères non maintenus, car les abdos développés seront ceux les plus superficiels. Alors que pour l'effet ventre plat, entre guillemets, nous cherchons à maintenir notre sangle abdominale profonde et nos viscères. Pour ce faire, nous allons donc favoriser des exercices tonifiant nos muscles profonds, gainage actif ou statique, respiration profonde comme les exercices du vacuum et autres abdominaux hypopressifs. Ce sont des muscles qui se renforcent par des exercices lents et qui se travaillent en profondeur. Il faudra leur accorder de la patience. En attendant, les exercices polyarticulaires de musculation vous demandent d'être gainés pour bien les réaliser. Et ainsi, ils travailleront aussi vos muscles profonds,
Votre gainage de fin de séance travaillera aussi vos muscles profonds, ainsi que des cours de pilates, de yoga ou de breathwork qui travailleront ces muscles profonds qui vous servent à bien respirer et à bien se maintenir dans certaines positions et dans l'effort. Le mieux, et si vous en avez le temps, c'est de combiner plusieurs de ces approches. En somme, alimentation, repos, soins de notre santé en général, mentale et physique, et activités sportives réfléchies et non influencées par du contenu marketing à coup de crunch infini et machine à abdos miracle, seront la clé combinée d'un ventre plus sain et plus serein. Si vous voulez que je développe certains points, n'hésitez pas à me le faire savoir via mes réseaux sociaux ou via mon email greenielife@gmail.com. Je vous le remettrai en description. Je referai certainement dans tous les cas un épisode sur le sujet du ventre plus tard. Plus de sérénité retrouvée et plus de connaissances à partager. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt.